Un énorme dragon sortit de sous terre, détruisant les pierres de la surface. C'était énorme, et les hommes étaient surpris d'où venait un monstre de rang A, et peut-être que le compteur d'ondes n'avait pas été corrigé. Les gars ont conclu qu'attraper cette créature était une tâche impossible pour eux et qu'ils devraient battre en retraite. Le désespoir qui en a résulté a amené l'humanité au bord de la destruction, et peut-être même a réduit le désespoir à l'extermination de tous les êtres vivants. L'énorme créature se précipita droit sur eux à une vitesse fulgurante. Le gars a conclu que c'était très probablement le compteur. La blonde a soudainement commencé à dire à quel point la retraite était un mot pitoyable, et pour une si bagatelle, il n'était pas nécessaire de l'inviter. Soudain, elle a annoncé que, qu'il en soit ainsi, l'accord était approuvé. Les chasseurs commencèrent à se battre, se tenant directement devant un énorme monstre aux yeux rouges. La jeune fille se précipita au combat, volant vers le dragon d'en haut. Se balançant pour frapper, la jeune fille accueillit le monstre au sol. La chasseresse a donné un coup de pied au monstre à la tête, déclarant qu'elle était un lézard d'une taille dégoûtante. Mais soudain, il grogna avec un fort hurlement, mais ne put se relever du sol. Les gars ont été surpris, car la fille l'a détruit d'un seul coup, même si on leur a dit qu'elle était un chevalier très fort. Soudain, l'un d'eux a déclaré qu'il devait encore battre en retraite, que les morts ne pouvaient pas revenir de l'autre monde, mais que les vivants pouvaient encore vivre. Ce à quoi le second répondit que ce serait beaucoup plus facile pour lui si cette agitation se calmait plus tôt. Et c'est un euphémisme, ce n'est qu'un déchet volant, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La fille a rampé sous le dragon et a dit que s'il n'avait pas eu la peau si dure, il serait déjà mort 1000 fois, car il a agité sa carcasse, mais cela ne servait à rien. Et puis elle a continué en disant qu'elle allait maintenant saigner cette créature ressemblant à un lézard et qu'il mourrait immédiatement. Avec ces mots, elle se précipita au combat, frappant le monstre au visage avec un énorme poing. À cela, il se pencha et grogna encore plus fort. À cela, le blond rigola nerveusement, disant qu'il était clairement en colère. Le gars regardait tout cela en silence, croisant les bras. Mais soudain, il a pris son arme en déclarant qu'il allait attaquer. Son ami a essayé d'expliquer qu'avec un rang B, il ne tiendrait même pas 5 secondes seul dans un combat, ce à quoi il a répondu qu'il s'en fichait. Tout le monde comprenait que s'il manquait une fois, il était déjà un cadavre. Se précipitant au combat, le gars a demandé à Maria de le couvrir, ce à quoi elle a répondu qu'il était temps pour elle de se battre sérieusement. Le monstre commença à avancer, brisant toute la surface avec ses griffes de dragon. Il a heurté les rochers sur lesquels il se tenait, détruisant tout autour de lui. Mais le combattant a fait un excellent travail, évitant les coups des autres. Maria chevaucha son museau, essayant de maintenir son équilibre. Il l'a de nouveau attaqué au visage, ce pourquoi la jeune fille lui a crié de faire attention. Après avoir frappé le dragon dans la pomme d'Adam, la dame se pencha en arrière. Elle a crié le nom de Jacques alors qu'elle s'envolait. En entendant l'ordre, le gars se précipita instantanément vers le dragon avec une épée. Avec des mouvements adroits, il coupa la tête du monstre. Les chasseurs ont commencé à féliciter le gars, ne comprenant pas comment il avait coupé le cou du dragon d'un seul coup, et grâce à leurs efforts combinés, ils ont pu obtenir ce dont ils avaient besoin. L'un des gars a demandé à Jacques d'où il tirait une telle force, car contrairement à tout autre chasseur de rang V, il était beaucoup plus rapide, ce à quoi il a répondu que cela s'était produit tout seul. Soudain, Jacques déclara que, à bien y penser, le dragon avait été tué par eux, et il espérait qu'ils partageraient équitablement le butin. Après cela, il a immédiatement conclu que Maria avait sa propre opinion sur cette question. L'homme à lunettes rit, demandant ce que le type entendait par distribution du butin. Soudain, il a pointé le canon de son arme directement sur Jacques, disant que cette fois il y avait plus de membres de l'équipe et qu'il y avait trop de bouches à nourrir, qu'il n'y avait pas assez de pain pour tout le monde et que cette dure vérité devait être acceptée. Il a déclaré que si le gars retirait et laissait l'épée avec l'équipement, il sauverait la vie des chasseurs, car même s'ils sont de puissants chasseurs, leur force n'est pas suffisante pour tant de gens. À cela, Jacques a ri du fait qu'il voulait lui faire peur avec ce pistolet. Étonnamment, son arme a commencé à s'effondrer, le faisant crier de surprise. Le gars fronça les sourcils, pointant une arme plus puissante vers l'homme, disant que c'est à chaque fois la même chose, il est temps de comprendre que le chasseur ne travaille pas pour rien. Il n'aurait jamais pensé que, comparé à d'autres monstres, plus de personnes mourraient. Maria a ri en disant que la vie devenait de plus en plus dure. Jacques était déçu, car se jeter dans l'entrée était renversé, le chasseur n'a pas réussi, au tout début, avec de tels efforts, il aurait été possible de capturer les monstres. Maria s'est approchée du gars, lui demandant pourquoi il emballait cela, ce à quoi il a déclaré qu'il s'agissait d'un revenu supplémentaire, puis lui a demandé si elle était heureuse quand ils ont augmenté leur part. Elle annonça qu'elle veillait à ce que Jacques n'oublie pas d'emporter quoi que ce soit des cadavres. Pour l'un des cadavres, il a même organisé quelque chose comme des funérailles. Le feu des gens dégageait une odeur terrible, que Marie a remarqué, car le gars a répondu qu'on ne pouvait rien y faire. La jeune fille a commencé à partager ses projets, disant qu'elle avait un bon travail, mais que le problème était de contrôler l'argent et qu'elle aurait peut-être aussi besoin de chercher un manager. À cela,
Jacques a répondu que cela ne lui ferait pas de mal non plus de le retrouver. Ce à quoi Maria pensait que le gars avait surchauffé. Elle a crié qu'étant déjà devenu chasseur de Ranvet, il avait décidé de devenir manager. Il a expliqué qu'elle ressentirait cela si elle essayait même de se lancer dans une sorte de gestion, et qu'il ne serait pas plus facile de gagner de l'argent avec la vie de quelqu'un d'autre, et non avec la sienne. À cela, la jeune fille a déclaré que cette vie aux dépens de quelqu'un d'autre était suffisante. Le gars a dit que, de toute façon, si c'était le cas, il retournerait maintenant en Corée, ce à quoi elle lui a répondu, « À bientôt, s'ils peuvent se rencontrer et, si nécessaire, laissez-le appeler un jour. » Après ce dialogue, Jacques fit signe à la dame et commença à partir. En partant, Maria sourit, réalisant que son problème était qu'elle n'avait pas été honnête après tout. L'homme les écoute pendant qu'il lui explique que la plupart des gens ne peuvent pas rédiger correctement un livret, et donc l'ordre de gestion vient de là. Ils assument entièrement des tâches complexes et peuvent se concentrer sur le travail du chasseur. Plus tard, elle a expliqué qu'il vérifiait ou fabriquait soigneusement l'équipement et que, bien sûr, si nous le modernisions gratuitement, il pouvait assurer efficacement la sécurité des armes. Ils ont également précisé que s'ils souhaitaient passer des vacances à l'étranger, tout ce qu'ils souhaiteraient serait gentiment planifié et qu'ils seraient parfaitement préparés pour la retraite. Soudain, la dame a demandé ce qui le dérangeait, car la vie est courte, pour faire les courses du chasseur sans repos, et, sans même cligner des yeux, Jacques est venu ici, ce à quoi il a répondu qu'il était ici pour une affaire sérieuse. Le gars a montré une feuille de papier sur laquelle était écrit tout ce qui concernait son cas. La dame a demandé ce que c'était, réalisant que le gars voulait s'essayer en tant que manager. Mais avec de légers mouvements des yeux, elle réalisa qu'il avait clairement un appareil de chasseur. Ce à quoi il a souri en disant qu'il était vraiment venu pour s'essayer en tant que manager et que les chasseurs appartenaient au passé. À cela, elle a commencé à le bombarder de questions sur ses compétences, ce que devrait avoir un bon manager. La fille était ennuyée, disant qu'il valait mieux qu'il soit chasseur. S'il était chasseur, alors elle pourrait être son manager, mais elle n'avait aucune raison de l'embaucher comme tel. À cela, il sourit, déclarant qu'il était un bon menteur. Jacques a commencé à expliquer que le travail d'un gestionnaire est un fardeau pour les chasseurs, mais il pense qu'il peut faire un excellent travail. À cela, la dame croisa les bras et détourna le regard, lui demandant s'il pouvait lui mentir encore une fois, puisqu'il était si doué pour ça. À cela, le chasseur répondit qu'il avait déjà menti il y a longtemps. Il prit sa montre et l'enleva de sa main, disant qu'elle n'était pas objet des chasseurs, car c'était un bibelot ordinaire. La dame a commencé à paniquer beaucoup, ne comprenant pas pourquoi il avait menti, car il s'agissait peut-être d'un plaquage d'une autre entreprise. Elle se demandait sérieusement qui était ce type et pourquoi il était venu la voir. La jeune fille a déclaré qu'elle avait été trompée et qu'on ne lui avait même pas montré le certificat du chasseur. Son erreur était de tirer des conclusions hâtives. Cependant, elle ne pouvait pas être convaincue par un spectacle aussi ostentatoire. Elle a déclaré que jusqu'à ce qu'il la trompe à nouveau, elle ne pourra pas embaucher ce gars. Ensuite, Jacques a conclu que s'il la trompe à nouveau, il sera embauché immédiatement. Une seconde plus tard, le gars a déclaré qu'il avait déjà réussi à mentir, ce qui a simplement choqué la fille. Il a déclaré que, pour être honnête, il était en fait un chasseur. Et puis il a même montré le certificat du chasseur, disant qu'elle devait maintenant l'embaucher. La dame a fondu en larmes et a dit qu'il pourrait commencer à travailler demain. Il s'est assis avec le président et a demandé pourquoi cette société était située dans une zone offshore. À quoi elle a déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise ordinaire. Le gars, cependant, trouvait étrange qu'il n'y ait personne à part eux deux dans une entreprise ordinaire. À cela, le président a dit tranquillement qu'il y en avait un autre, mais qu'il était maintenant en vacances. Elle a déclaré que même si l'entreprise compte 3 employés, cela reste assez petit pour une entreprise ordinaire. Soudain, Jacques a demandé à Khan d'aller chasser et lui a demandé de se rappeler qu'il y avait une clause dans le contrat de travail signé par lui selon laquelle il ne s'occupait pas des affaires des chasseurs. À cela, la jeune fille a dit qu'elle essaierait de chercher le chasseur. À cela il explique que le casting est aussi une chasse. La jeune fille était assise dans un tramway rempli de monde. Elle répéta les instructions dans sa tête, car il y avait encore tellement de chasseurs qui n'avaient pas débuté. Le gars a monté les escaliers, réalisant qu'il ne pouvait pas trouver d'emploi grâce aux annonces. Mais soudain, ils l'ont arrêté en lui disant qu'un noyau avait été découvert et qu'il devait le signaler. L'ensemble du territoire a été bouclé, en agissant très rapidement. Tout le monde se demandait si un chasseur utilisant le feu apparaîtrait. Il serait très probablement de Randé. Soudain, une équipe de chasseurs arrive. Homme arrogant, il a demandé de l'aide lorsqu'il a commencé à entrer. Soudain, Jacques commença à déchirer le ruban jaune, disant que le boulet de canon était un piège. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un Randé déguisé en Randé. L'homme était indigné qu'un inconnu s'immisce dans l'affaire. À cela, Jacques montra son certificat de chasseur, disant que s'ils ne l'écoutaient pas, ils mourraient tous. Il a lancé le gars dans la bataille, disant à tous les civils de reculer. Pendant ce temps, les chasseurs qui venaient d'arriver se distribuaient des armes. Soudain, l'un d'eux fut distrait par Jacques,
l'informant qu'il était un manager de passage. À cela, ils ont dit que quelqu'un devrait immédiatement appeler les agents d'intervention d'urgence. Le gars s'est empressé de signaler qu'il s'agissait d'un noyau de rang B, se faisant passer pour un rang D. Jacques a expliqué que cela se produit souvent à l'étranger, pas en Corée. L'homme a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de cela auparavant. Ce à quoi il a répondu qu'apparemment, les cerveaux de tout le monde s'étaient endurcis. À ce moment-là, ils l'ont attrapé par la chemise, criant qu'il n'était qu'un manager et qu'il ne pouvait rien créer ici. Mais soudain, le noyau s'est avéré être un loup-garou de rang A, que personne ne pouvait gérer auparavant. Tout le monde commença à paniquer et Jacques fut une fois de plus convaincu qu'il avait raison et suggéra d'appeler à l'aide. Les capteurs commencèrent à indiquer qu'un monstre de rang avait été détecté, et ils appelèrent des renforts. Les soldats ont déclaré qu'ils attendraient leur heure et attendraient de l'aide, pointant le canon de leur arme sur le monstre. Ils avaient un objectif clair, c'était de retarder les loups-garous en visant et en attaquant à la fois. Mais soudain, un sabre laser transperça la gueule du loup-garou. Il s'est avéré que c'est Jacques qui a décidé d'enfreindre les règles du manager et de lui apporter son aide. Une équipe de chasseurs d'un rang inférieur n'a pas compris comment il se faisait que le manager se précipite dans la bataille. Ce qui était surprenant, c'est que le gars avait tué un monstre de rang B d'un seul coup d'épée. Ils se sont immédiatement rendus compte que leurs armes ne pouvaient pas rapporter de tels résultats. Pendant que l'homme réfléchissait, le monstre parvint à l'attaquer, ouvrant sa bouche baveuse pour une délicieuse tête humaine. Avant que le loup-garou ait eu le temps de mordre dans son plat, Jacques avait déjà commencé à le manger, défendant celui qu'il avait récemment humilié publiquement. Ordonnant au blond de reculer, le type coupa la carcasse du loup d'un coup de lame de son épée. Les loups-garous esquivent en reculant, puis changent de cible et sautent dans différentes directions. Une fois que vous comprenez leur trajectoire, ils sont faciles à bloquer. Le chasseur a expliqué que chasser chacun d'eux était trop difficile pour eux et qu'ils devraient se concentrer sur une attaque conjointe avec l'armée, et que maintenant l'essentiel était de les bloquer. La situation n'était pas la meilleure, peut-être parce qu'il n'y avait aucune précaution contre les leurres nucléaires et que l'aide avait été retardée. Les gars ont compris qu'ils ne pourraient pas durer longtemps dans une telle formation, car ils n'avaient pas de faim. Soudain, le capitaine fut informé que la distribution des armes lourdes était terminée et il ne savait plus quoi faire. L'ordre fut donné à tout le monde de se précipiter pour se mettre à l'abri, car il y avait trop d'armes. L'un des chasseurs a déclaré que l'aide arriverait bientôt et qu'il ne fallait pas faire de mouvements inutiles. À cela, le directeur a déclaré que c'était trop et qu'il valait la peine de suivre la décision militaire, qu'il a contestée, car si des armes lourdes étaient utilisées, toute la zone serait détruite. Tout le monde a recommencé à paniquer et le gars a dit qu'il ne pouvait plus se battre, mais qu'il devait tenir encore un peu. À cela, le blond s'est seulement mis en colère, disant que le gars était plus intéressé par les routes défoncées que par les vies humaines. À cela, il a répondu que si même l'un des tentacules s'échappait et causait du tort aux citoyens, l'homme en assumerait l'entière responsabilité. Il était sur le point de déclarer que le type levait trop le nez lorsqu'une explosion s'est produite. Il y a eu des bombardements, même si l'évacuation n'était pas encore terminée. Une silhouette inconnue est apparue de nulle part, disant que la lumière qui a projeté ce chaos dans le monde était l'épée rougeoyante qui a mis fin au monstre. Une lumière aveuglante apparut autour du personnage. Le nom de la fille était Actia, elle était probablement debout et regardait toute l'horreur. La jeune fille était la manager la plus forte de l'histoire et, déclarant qu'elle détruirait tout le monde ici, parce qu'elle était une magicienne qui créait la justice. Jacques a demandé de qui il s'agissait, ce à quoi on lui a répondu que ce n'était même pas un agent d'intervention d'urgence, mais une sorcière. En la voyant, les loups-garous commencèrent à grogner de colère, réalisant leur nouvel objectif. Utilisant son talent de flamme, la dame se précipita au combat. Le gars a été surpris, car la sorcière a détruit les loups-garous, littéralement d'un seul coup. Alors qu'il arrivait sous le choc, tout le monde se réjouissait du nouveau sauveur. Le chasseur en conclut que cette sorcière est très forte. Il s'avère que le noyau est toujours actif et que d'autres loups-garous ont été découverts. À cela, la jeune fille se contenta de sourire et leur demanda de venir vers elle, car elle les enverrait bientôt tout en enfer. Avec des cris de vive la justice, la sorcière les envoya tous aux enfers, les tuant. Il s'est avéré que l'équipe d'action était une légende urbaine. Très probablement, la dame n'a pas d'équipe, mais même si elle en a, personne ne le sait. Le gars a continué à admirer la sorcière. Elle sourit et commença à nettoyer les poubelles, et Jacques, à son tour, comprit pourquoi elle était considérée comme étrange. Mais malgré les noms terribles de ses techniques, elle est incroyablement forte et c'est un plus. Il a conclu que, quels que soient les noms étranges qu'elle donne, il s'agit en fait d'attaques utilisant la télékinésie comme base. Il y a très peu de gens qui peuvent contrôler leur propre pouvoir de cette façon. Jacques se demandait qui elle était vraiment et pour quelle équipe elle travaillait. Les travaux ont été couronnés de succès et le noyau a disparu. Le gars a dit qu'ils avaient fait du bon travail, ce à quoi l'arrogant a commencé à dire qu'il n'avait rien fait de tel, mais qu'il était quand même un héros. Mais soudain, l'homme se tourna vers le gérant. Il a déclaré qu'il ne savait pas d'où il venait, mais l'a remercié et a déclaré que sans Jacques,
quelque chose de grave aurait pu arriver. C'est un résultat qu'ils ont atteint ensemble et chacun a risqué sa vie. Cependant, s'ils utilisaient des armes lourdes, il n'y aurait pas beaucoup de différence. La promotion a soudainement annoncé qu'elle était supprimée, car il n'y avait plus de monstres et la bataille était terminée. Et en disant qu'ils se reverraient la prochaine fois, elle disparut, comme par magie, même si c'était le cas. Jacques n'en croyait pas ses yeux, car il venait d'être témoin d'une véritable magie. L'homme a expliqué que la jeune fille apparaît de temps en temps lorsque des monstres arrivent, puis s'en va sans même prendre le noyau. L'oncle sourit en disant qu'aujourd'hui, la chance était de leur côté. Jacques était plus intéressé par la raison pour laquelle le chasseur apparaissait en équipe et il y avait des légendes à ce sujet. Soudain, une autre silhouette est apparue, disant qu'il y avait une erreur dans le système, elle a donc été informée tardivement. La dame s'est excusée d'être en retard et a couru vers les gars. Elle avait peur et demandait si tout allait bien, car elle avait récemment découvert l'essentiel, ce à quoi l'homme a déclaré que Jacques les avait bien aidés. Elle a remercié le jeune homme avec admiration, lui demandant s'il était un chasseur, ce à quoi elle a répondu que le gars était un manager. Cela a plongé la jeune fille dans la stupeur. Quoi qu'il en soit, la fille a quand même remercié Jacques, disant qu'elle s'appelait In, qu'elle était un chevalier de rang A. Le gars a soudainement demandé où ils étaient tous, ce à quoi on lui a dit de demander au monsieur qui avait aidé dans la bataille. Le gars renifla de mécontentement, demandant pourquoi il faisait cela sans autorisation. Il s'approcha de Jacques et lui demanda son nom et son grade. Le gars l'a attrapé par la chemise en criant qu'il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de lui. Il s'est avéré que Jacques travaillait avec ce type dans la même entreprise, même s'il a été rapidement licencié. Il a commencé à demander que, très probablement, Jacques ne pouvait pas le supporter et est retourné à son occupation principale. Mais ici, chef les chaînes, ce n'est pas très agréable de s'impliquer comme ça. Jacques ne se souvenait pas du tout de cet homme, c'est pourquoi il était même offensé. Soudain, la dame a décidé de prendre la défense du joueur, disant qu'il ne devrait pas parler sur un tel ton avec quelqu'un qui venait de les aider. La jeune fille fronça les sourcils et croisa les bras, attendant une réponse de son subordonné. Voyant que Miss Quin était également là, le gars a commencé à s'excuser en disant qu'il avait simplement donné quelques conseils à un ancien collègue. Pour cela, elle est devenue encore plus en colère, disant qu'il semblait qu'il intimidait le gars et ne lui donnait pas de conseils. Jacques leva les mains sur sa propre poitrine et dit que tout allait parfaitement bien et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Mais soudain, alors que le manager voulait partir avec irritation, Jacques lui a demandé d'arrêter. Il a demandé le nom du gars, ce à quoi il a répondu qu'il s'appelait Vaughn et qu'il devait s'en souvenir. Jacques a souri et a dit qu'il gagnait facilement toutes sortes de petites choses en demandant pardon. Les gars ont de nouveau remercié le manager et lui ont fait signe de la main à l'unisson et l'ont regardé. Le gars pensait avoir entendu le nom qu'un quelque part. Mais ayant décidé de penser à action et de découvrir pour quelle équipe elle travaillait, il a jeté toutes les pensées inutiles et a pris son téléphone. Le gars a regardé une vidéo du combat d'Actia et a conclu qu'il avait trouvé un bon spécialiste. Mais Jacques n'était pas sûr qu'elle soit une professionnelle dans son domaine. Mais si Jacques ne se trompe pas, la promotion est une bombe à retardement. En arrivant au bureau, le gars a demandé au représentant de lui permettre de travailler à l'extérieur du bureau. La jeune fille commençait déjà à penser que le jeune homme allait s'absenter du travail, affirmant que, à sa connaissance, leur entreprise n'avait pas de travail en dehors du bureau. À cela, il dit qu'il allait amener un chasseur plus célèbre. La dame a dit que puisqu'il faisait en l'éloge de ce chasseur, cela signifiait qu'il allait amener une personne appartenant à un autre manager, et qu'il ne pouvait pas se permettre de se battre avec des gars plus forts. Le gars a demandé si la représentante était au courant de la fille magique chère. La jeune fille a précisé qu'il s'agissait d'une fille qui apparaît dans une zone puis disparaît simplement, affirmant qu'elle avait entendu dire qu'hier, ses actions étaient très visibles. La jeune fille a expliqué que même si elle est célèbre, personne n'a encore réussi à la convaincre, et on dit que non seulement les managers célèbres, mais aussi les hommes de tout le pays ne peuvent pas l'embaucher. Elle lui a demandé comment il allait l'amener, ce à quoi il a répondu que la recherche de personnel est aussi une chasse et qu'il a toujours des options. La principale chose qui distingue la promotion des autres est le temps et la portée de l'action. Fondamentalement, l'apparition et la disparition de l'action se produisent presque toujours au bout de 5 à 6 heures, sauf le week-end, et il existe des restrictions dans le rayon d'activité dans le quartier de la gare. Contrairement à son apparence, Cher ne ressemble pas à une petite fille, elle possède des capacités extraordinaires. Le gars a compris qu'il y avait une forte probabilité qu'elle travaille et vive seule et qu'après le travail, elle se déplace librement. Tout d'abord, il était important que l'action ait une telle image. Jacques en conclut qu'il n'aimait pas vraiment cette fille magique. Les caractéristiques qui ne sont pas inhérentes à la promotion actuelle et le style en constante évolution ont vraiment dérangé le gars. Jacques s'assit dans le métro et ouvrit son ordinateur portable. Après quelques informations, le gars réalisa soudain qu'Aksha était probablement Aku. Après tout, peut-être qu'elle n'est même pas une femme, donc il n'est toujours pas décidé qu'Aku est cette fille. Au moins, c'est une personne simple qui a été influencée lors du test de l'animation d'une fille magique.
tout comme le pensait Jacques. Par conséquent, le gars a conclu qu'on ne peut pas dire qu'Action n'a pas de passe-temps. Jacques réalisa que lorsque l'Action était en action, son corps existait quelque part dans la station de métro. Mais le jeune homme s'en est vite rendu compte, car à l'heure actuelle, il existe un très bon moyen d'attirer l'Action. Le fait est qu'au cinéma, situé à 5 minutes de la station de métro, la première de l'animation Magic Girl est attendue aujourd'hui. La jeune fille était assise à une table avec un sac rempli de pop-corn. La dame pensait qu'aujourd'hui elle avait travaillé tard, mais de toute façon elle veut voir quelqu'un. Soudain, Jacques s'assit en face d'elle, lui souriant doucement. Elle le regarda d'un air interrogateur, ne comprenant pas ce dont il avait besoin. Elle avait déjà conclu qu'il essayait de flirter car son regard la rendait tendue. Après avoir rassemblé ses pensées, la jeune fille soupira et demanda doucement ce que le gars voulait et pourquoi il était ici. À cela, il sourit et dit qu'il avait enfin trouvé cette même fille magique. La dame est devenue très nerveuse lorsqu'elle a répété les derniers mots de Jacques. Elle sourit maladroitement, demandant qui il était, ne voulant en aucun cas l'avouer. À quoi, ignorant toutes les questions de la jeune fille, il commença à dire que cette bande dessinée est désormais très populaire. Il se demanda soudain si c'était parce que la vraie fille magique était toujours active. La fille a demandé nerveusement de qui elle parlait, ce à quoi le gars a répondu qu'il s'agissait de la fille magique Action. Contrairement à la dame, Jacques était calme, car il avait un bon pressentiment. La jeune fille a pleinement rempli toutes les conditions présentées et, en apparence, elle ressemble un peu à la promotion. Mais soudain, le gars croisa les doigts et posa son menton dessus, appelant l'Action par son nom. À cela, la jeune fille a conclu que lors de la première rencontre, il parlait trop uniquement de ses propres affaires. Soudain, Jacques lui a demandé si ses vêtements étaient réellement empruntés. Le jeune homme écarta les mains et dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Il a décidé d'achever la dame en disant qu'il n'y avait pas assez de respect envers une fille magique. Sur ce, elle s'est levée de table et a déclaré à tout le restaurant qu'il ne lui montrait pas assez de respect. L'Action a commencé à écrire quelque chose sur papier pour prouver le contraire. La dame a dessiné une fille en disant qu'elle ne ressemble pas à la promotion, car ni le concept ni les accessoires ne correspondent. La dame a dit qu'elle détestait ses fans, car ce n'est pas du tout du plagiat. Le gars a souri et a dit qu'après l'avoir écouté, il s'est rendu compte que c'était vraiment le cas et s'est également excusé. Il s'est avéré que la jeune fille en sait beaucoup sur la promotion, affirmant qu'on pourrait même penser qu'elle est la promotion. À cela, elle sourit maladroitement, expliquant qu'elle n'était qu'une fan. Jacques sourit à nouveau sournoisement et demanda à parler davantage de la fille magique. Le type a rapporté un incident récent, affirmant que tout cela était dû au fait que les chasseurs étaient en retard. Il a déclaré qu'il y avait un différend entre les gestionnaires pour savoir qui était responsable, ce qui explique pourquoi l'expédition a été retardée. Ayant appris cela, la jeune fille a annoncé qu'il y avait une affaire urgente qui l'attendait à la gare et qu'elle devait y aller. Elle était sur le point de s'enfuir lorsque Jacques l'a arrêtée, lui disant que maintenant il est dangereux de se déplacer et qu'en cas d'urgence, on ne peut pas se rendre dans le quartier de la gare. La fille a essayé d'expliquer que c'était vraiment important, ce à quoi le gars a dit que si une telle chose se produisait, alors vous deviez attendre le chasseur, car c'est très dangereux pour les civils, et cela gênerait les chasseurs. Mais le jeune homme a pris son mot en disant qu'elle n'avait besoin d'aller nulle part, à moins, bien sûr, que la fille ne soit une Action. La dame a annoncé que de toute façon, la plupart des habitants se cachaient et que cela n'avait pas vraiment d'importance. Soudain, Action apparaît derrière la jeune fille, comme si elle brillait d'une lumière claire. Le jeune homme n'était pas très surpris, car il s'attendait à quelque chose de similaire. La dame a déclaré sèchement qu'elle se rendait maintenant sur les lieux de l'incident et qu'il devait donc se retirer. Le gars a souri et a montré que rien ne s'était réellement passé et que c'était un enregistrement normal. Les dames ont été, pour le moins, choquées lorsque le gars a dit que cet enregistrement avait été réalisé il y a longtemps. Mais soudain, il a dit que toutes ces blagues devraient cesser. Souriant, Jacques a complimenté Cher, disant qu'elle était encore plus mignonne dans la vraie vie. Le jeune homme a annoncé qu'il était gérant et chasseur, et a également demandé pardon pour les récents troubles. Jacques a expliqué que s'il avait été honnête, la fille se cacherait toujours, donc il n'avait pas vraiment le choix. La jeune fille lui a demandé quelles affaires il avait avec elle et si le gars allait l'annoncer aux médias. À cela, il a dit qu'il n'avait pas le temps de s'expliquer et qu'il raconterait tout plus tard. Jacques leur tendit un billet de cinéma, leur demandant si c'était ce que voulaient les filles. Il a expliqué que ce n'est qu'après avoir regardé un bon film qu'il raconterait tout et qu'il pourrait parler. Le comportement du gars a énervé la dame, elle n'a donc pas pu se concentrer sur le film. Il était inhabituel que je doive, par hasard, regarder un film avec cette personne en particulier. Elle se demandait sérieusement ce qu'il savait d'elle et quel était le but de leur connaissance. Après avoir regardé, le jeune homme a dit que c'était intéressant, même s'il n'avait pas beaucoup d'espoir pour ce film. Après tout, on ne peut pas négliger de le regarder parce que c'est pour les enfants. Mais la DA était ravie du visionnage, affirmant qu'ils avaient bien bougé, car d'excellentes technologies 3D sont actuellement utilisées. La jeune fille a expliqué que pour elle, cette série est comme toute sa vie et qu'elle est fan depuis l'école primaire. Soudain,
le gars a demandé d'en venir au sujet de la conversation, car cela ne servait à rien de tarder. Mais d'abord, il a demandé quel était le vrai nom de Cher. Il s'est avéré qu'elle s'appelait Lee. L'ayant déjà appelée par son vrai nom, Jacques lui a demandé depuis quand elle avait commencé à utiliser cette image. Cette image signifie la capacité d'invoquer un esprit, comme Acacia. À cela, la jeune fille a répondu qu'elle l'utilisait depuis 2 ou 3 ans. Auparavant, la dame était comme un esprit et chaque jour elle éprouvait la sensation de flotter. Très probablement, avant même la création de l'action, la dame savait créer un esprit. Le gars a dit qu'il dirait maintenant des mots inattendus et effrayants, puis a expliqué que si cela continue, la jeune fille mourra dans les 5 prochaines années. Cela a horrifié la jeune fille, car elle n'était pas au courant de telles conséquences. Dans le métro, Lee était dévastée et affaissée. Ce diagnostic aurait pu être déclenché par le fait qu'Acacia était devenu trop puissant en rang. Le gars a dit que c'était la même chose qu'une course, car en fait, c'est la même chose qu'une course, mais la situation actuelle est comme une voiture sans frein. Et même si un accident survient, cela ne semblera plus étrange, à ce rythme-là, le corps de la dame s'effondrera tout simplement. La dame ne pouvait même pas penser qu'elle n'aurait jamais su qu'elle mourrait ainsi. Elle se rappela immédiatement qu'elle ne se sentait vraiment pas bien ces derniers temps et que cela pourrait être une conséquence de ce que Jacques avait dit. Pour la jeune fille, tout était aussi étrange que possible, car cette fois, tout semblait réel et c'était effrayant. Lee a décidé qu'elle ne ferait plus d'efforts pour sauver sa vie. Elle avait honte, car en fait, elle s'était promis de ne pas se surmener, mais on en est arrivé là. Lee fut surpris que le chasseur arrive très rapidement, car en général, il aurait été inhabituel d'être en retard. Les chasseurs ont discuté de la question de savoir si l'action aurait lieu cette fois-ci, car ce serait peut-être beaucoup plus facile si elle se produisait. Afin de ne pas se brûler, la fille a dit qu'elle aimerait aussi ça, car elle est sa fan. Mais elle a été extrêmement choquée lorsque quelqu'un a dit que tout était à blâmer parce que l'action n'avait jamais pris part à la production. Tout le monde dans le groupe a remarqué que l'homme se comportait de manière extrêmement arrogante. À cela, il a dit que les gars feraient mieux de la conduire s'ils attendent une récompense. Après les avoir écoutés et grandement offensés, Lee s'est rapidement enfuie des chasseurs pour ne pas écouter toutes les bêtises dont ils parlaient. Elle se dit qu'elle savait tout cela, mais que c'était trop difficile et trop tard pour faire quoi que ce soit. L'action a été très offensée et bouleversée, car elle s'est rendue compte que ce n'était pas nécessaire. Les gens se sont tournés vers elle lorsqu'elle a commencé à dire qu'elle savait que s'immiscer dans une affaire déjà en cours de décision n'était pas une bonne idée. Elle a littéralement admis qu'ayant des pouvoirs, elle voulait juste paniquer. Soudain, la sorcière se mit à tousser et du sang sale coula de sa bouche, ce qui fit tomber la jeune fille dans une plus grande horreur. Elle comprit parfaitement que c'était Jacques qui pouvait l'aider. Lee a composé le numéro du gars, lui demandant s'il pouvait le rencontrer et parler. Le gars a annoncé qu'il se préparerait et partirait, lui demandant où elle se trouvait, ce à quoi elle a répondu qu'elle lui enverrait sa position par message. Jacques serait surpris, car la promotion appelait plus vite qu'il ne le pensait. En arrivant sur place, il lui tendit une tasse de café, l'invitant à boire et à discuter de tout avec lui. Lee a déclaré que même s'il s'agissait de café bon marché en canette, elle a remercié le gars pour sa générosité. En soupirant, le gars a demandé frénétiquement ce qui s'était passé. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille a annoncé que l'action, en fin de compte, n'était pas du tout nécessaire. Il lui a demandé pourquoi elle pensait cela. Ce à quoi elle a répondu que même sans l'action, il était possible de freiner complètement le noyau, et qu'elle s'amusait simplement. À cela, il sourit et dit que de toute façon, tout le monde aimait l'action, mais que la jeune fille connaissait aussi la réponse, car c'était uniquement parce qu'elle n'avait jamais exigé de récompense. Après tout, si elle commençait à demander quelque chose, elle serait chassée, car elle n'est pas une chasseuse officielle ou quoi que ce soit du genre, juste une invitée non invitée. Lee comprenait parfaitement qu'en fait, elle avait simplement des capacités et qu'elle voulait s'amuser en jouant avec elle comme une petite enfant. Il est surprenant que l'action n'ait servi à personne, mais se soit quand même placée au-dessus des autres. Elle s'est rendue compte qu'il valait mieux demander tout cela. D'ailleurs, elle n'avait pas longtemps à vivre. Jacques sourit et déclara que, bien sûr, Cher n'était pas un chasseur officiel, mais pas en tant qu'invité non invité. Ces mots ont fait pleurer Lee, car le jeune homme a dit que Cher est une fille de magie, d'amour et de justice. Il a expliqué que protéger les gens sans aucune récompense signifiait simplement qu'être un héros plutôt qu'être un chasseur était beaucoup plus noble. Lors de l'incident précédent, l'action est arrivée avec le noyau du piège, et tout s'est plutôt bien terminé. C'était étrange s'il y avait une action, et des pertes humaines sont apparues. Jacques a finalement déclaré que l'action avait sans aucun doute aidé tout le monde. Lee sourit et rit, disant qu'elle se sentait réellement mieux et que ce serait trop. Elle a déclaré qu'il lui restait plus de 5 ans à vivre lorsque l'homme lui a dit qu'il l'aiderait. Il a expliqué que, comme il l'a dit, le gars peut aider et ne trichera certainement pas. Jacques a dit que Lee ne devrait pas mourir et qu'il est possible qu'elle ne meure pas du tout. Le gars a demandé si la dame avait entendu parler d'elle, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait seulement entendu dire qu'elle était en train d'être retirée du noyau.
Le gars a expliqué qu'Ethel est la principale ressource des chasseurs. Après tout, l'un des éléments principaux de son équipement, le chasseur l'absorbe lui-même afin d'augmenter la force des capacités de son corps. Jacques a essayé de le comparer à une batterie pour que Lee comprenne tout exactement. Il s'est avéré que Lee n'avait toujours pas absorbé cette énergie, car au départ elle ne savait même pas de quoi il s'agissait. C'est pourquoi leur espérance de vie est très courte. Jacques a déclaré qu'en absorbant la quantité appropriée d'éther, la durée de vie pourrait être restaurée. Au début, la dame était furieuse, pensant que c'était une mauvaise et terrible blague, mais après que Jacques ait déclaré qu'il disait la vérité, elle a fondu en larmes et a été soulagée. La dame a commencé à dire des bêtises, à rire de bonheur et à dire qu'à la fin, tout se passerait sans dommage. Mais aussi, le gars a prévenu que la publication des indicateurs de niveau C est très grave. Pendant que Jacques essayait d'expliquer quelque chose à la dame, elle a commencé à penser à une relation amoureuse avec lui à l'avenir. Elle a décidé qu'elle parlerait toujours directement, puisque cela se produisait. Jacques tendit la main à la dame en lui proposant de devenir chasseur pour leur gestion. Et elle a compris qu'ils tiendraient certainement leurs promesses par rapport à d'autres gestions à grande échelle. Et si nous parlions du dangereux maître Avatar, alors il pourrait jurer qu'il n'y avait personne dans ce pays qui en savait plus que lui. Le jeune homme a dit qu'il ferait tout ce que la dame voulait. Les chasseurs se sont serrés la main et ont fait une bonne affaire, car la jeune fille a accepté toutes les conditions. Pour commencer, Jacques a demandé à remplir une demande de chasseur. Soudain, Lee se demanda si elle devait annoncer à tout le monde qu'elle était une partage. Le gars a répondu qu'il n'était pas nécessaire de déclarer quoi que ce soit et qu'il l'enregistrerait comme un réincarné ordinaire. Jacques semblait être un gars étrange pour la dame, car il a même dit qu'il s'occuperait de tous les problèmes et qu'elle pouvait être calme. La jeune fille a partagé que pour la première fois, elle en avait parlé à quelqu'un, ce à quoi il avait répondu qu'à l'avenir, elle pourrait en dire autant qu'elle le souhaitait. Il a déclaré qu'il formait désormais une seule équipe et qu'il était le directeur de Shares et Lee. À cela, la dame sourit maladroitement et lui demanda de prendre soin d'elle. La fille magique Action est apparue dans le bureau du représentant. La fille était très ennuyée contre l'enfant fou, lui demandant d'arrêter de faire des choses magiques. Mais le représentant était néanmoins heureux de voir l'action en direct. Elle a déclaré que, pour être honnête, lorsqu'ils ont amené Lee pour la première fois et lui ont dit qu'elle était chère, elle pensait qu'elle était trompée, ce à quoi le gars a déclaré qu'il ne trompait jamais. Mais le fait que Lee se soit avéré être chère a étonné le représentant. La dame a remis un contrat à la jeune fille et lui a demandé de l'aide à l'avenir. Lee n'avait jamais entendu parler d'une femme représentante, mais elle aimait même ça. Tard dans la soirée, la gérante et le président étaient assis dans le bureau, où elle annonça l'apparition d'un nouveau chasseur qui avait conclu un accord. Un collègue a déclaré qu'il ne pourrait pas profiter de la promotion, ce qui a semé la perplexité chez la jeune fille. Il s'est avéré que l'espérance de vie d'Actia était épuisée et qu'il valait mieux s'abstenir de travailler avec elle. Mais la jeune fille a proposé de restaurer son espérance de vie en buvant de l'étel. Jacques a dit que pour se reconstituer, il faudrait consommer une énorme quantité d'étel, ce qui serait très problématique. La jeune fille est déçue, mais continue d'insister sur son point de vue. Lee suggère de ne pas intervenir et de voir ce qui se passe, et Jacques est d'accord avec elle. Les héros se tiennent sur le toit à l'entrée du bâtiment, tout à coup quelque chose commence à sortir du sol. Ils voient une montagne d'équipements, dont Action se vante que c'est grâce à ses relations personnelles. Jacques est indigné qu'ils aient reçu gratuitement du matériel trop haut de gamme. Sentant que quelque chose n'allait pas, le gars a décidé de tester l'équipement. Il a utilisé, à première vue, un bon sabre laser. Les filles admirent les capacités de combat de leur ami, mentionnant qu'il était chasseur. Soudain, l'épée fit un bruit alarmant, le gérant la jeta et ordonna de courir. L'arme explosa, produisant un rugissement assourdissant. Les filles sont effrayées par ce qui se passe et demandent ce que c'était. Le gars a dit que le produit était défectueux, et d'autres l'ont probablement fait aussi. Jacques a déclaré qu'il avait déjà rencontré des farces similaires, même si, d'un autre côté, il était peu probable qu'il s'agisse uniquement de blagues. Le maître demande d'un ton moqueur comment ce produit peut être défectueux. Jacques a noté la présence de défauts et qu'ils ont presque entraîné des pertes humaines. Cela ne fait que faire rire l'entrepreneur, mais le manager n'est clairement pas d'humeur à plaisanter. Il se demande pourquoi de tels défauts sont soudainement apparus dans les produits d'un atelier aussi cool, c'était clairement intentionnel. Le patron fait semblant de ne rien comprendre et continue de rire et évite de répondre. Le maître demande si Jacques sait qui sont les consommateurs noirs, parle d'eux, soupçonne qu'il en fait partie. L'homme d'affaires est tellement en colère que de la fumée de cigarette sort de son nez. Il reproche au gérant de ne pas comprendre l'impact du magasin sur l'industrie de la chasse. En réponse à cela, Jacques sort l'une des épées, l'interlocuteur laisse tomber la cigarette de ses dents. L'homme pensait que Jacques le menaçait. Le gérant le calme, il lui montre l'arme, la même qu'il a reçue hier. Il dit qu'il va organiser une partie de faucons et de colombes, le maître ne comprend pas. Le gars cite l'entrepreneur, il se met en colère, Jacques le remarque. L'homme crie et tend la main pour prendre l'arme. Le gérant demande pourquoi le contremaître panique autant si l'équipement est sécuritaire.
Il demande d'ignorer l'épée et de négocier pour que tout se termine sans incident. Le chef se rend compte que si l'arme fonctionne, ils mourront tous, ce qui ne fait que le faire paniquer davantage et se cacher derrière le canapé. Il dit que des étrangers lui ont payé une grosse somme pour donner des armes non testées au héros et l'admet. Le gérant continue de faire pression, le maître dit qu'il échangera l'ancienne arme contre une nouvelle, sans défaut, et promet de donner une garantie. Ayant conclu l'accord, Jacques rend l'arme et demande si le maître a menti. Il l'attaque à nouveau, mais le manager révèle qu'il a enregistré l'intégralité du dialogue. Le gars dit que ces faits vont se propager au détriment du maître et s'en va, le patron n'en est que content. En se retournant, Jacques demanda une copie du contrat à prochaine fois, le patron se demanda qui il était. Jacques a répondu qu'il était manager et que son talent était de tout extorquer. Le responsable informe par téléphone que les produits testés arriveront bientôt. Le président demande si le gars a des ennemis, il répond que quelqu'un est impliqué dans toute la situation. La fille convient que vous pouvez vous causer beaucoup de problèmes, dit qu'elle fera tout à sa propre discrétion. Les nouveaux produits ont été livrés avec succès au bureau. Tandis que la jeune fille est surprise par la quantité de marchandises, Jacques dit qu'il faut maintenant vérifier sa qualité. L'équipement s'est vraiment avéré de grande qualité. Le président demande pourquoi tant de marchandises sont arrivées, il répond qu'il a rendu le mal pour le mal. La jeune fille est toujours heureuse que le problème de l'équipement ait été résolu et envisage de former une équipe de chasseurs. Jacques dit qu'il est temps d'obtenir son diplôme du Temple des Chevaliers. Le président dit qu'ils sont tous candidats aux Templiers et au juste. Elle dit qu'il y a beaucoup de concurrence et doute de ses chances. Le manager ne pense pas que ce sera si difficile, la jeune fille va essayer d'y aller, même si elle a encore des doutes. Le gars a réfléchi et a dit que maintenant il devrait utiliser ses relations personnelles. Ils arrivèrent dans un café sur le terrain du temple. Jacques dit qu'il est entièrement responsable de l'équipement, Action lui pose des questions sur la récompense. Le manager promet d'offrir les conditions les plus pratiques, la promotion lui est reconnaissante. Les interlocuteurs se disent au revoir, la jeune fille aux cheveux noirs regarde tristement par la fenêtre. L'Action tente d'entamer un dialogue avec elle, mais elle reste obstinément silencieuse. L'Action se plaint d'en avoir assez du travail et de la compétition. Elle dit qu'immédiatement après l'obtention du diplôme, les Templiers sont nommés à ce poste, la femme aux cheveux noirs lui dit de faire de même. Pinkface demande pourquoi les Templiers maintiennent une discipline stricte et pourquoi les relations sont interdites. L'interlocuteur répond que si elle pouvait faire ce qu'elle peut faire, alors elle ne se soucierait pas de savoir où. La promotion dit que c'est étrange, et si un tel chevalier perd, il peut toujours aller où il veut. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle mentionne constamment les chevaliers, s'ils ont une position peu enviable et qu'ils ont également quitté les rangs des chasseurs libres, la femme aux cheveux noirs a répondu laconiquement qu'elle était fatiguée. L'Action est surprise et dit que la fille ne réalise toujours rien. Elle quitte le café et la jeune fille aux cheveux noirs continue de regarder tristement par la fenêtre. Elle se demande si les Templiers n'ont pas une raison de voir les chasseurs. La jeune fille pensait que si elle suivait cette route, elle pourrait le rencontrer. Un énorme hélicoptère atterrissait sur la place. Le gars a demandé avec peur ce que c'était, ce à quoi il a répondu qu'il avait appelé sa petite amie et qu'elle était arrivée plus vite qu'il ne le pensait. Le pilote a ouvert la porte de l'hélicoptère et a annoncé qu'il était arrivé à destination. La jeune fille a répondu que c'était un vol très agréable, parlant en anglais. Après ces mots, la dame se pencha, tenant ses lunettes noires. Le garçon pensait que ce n'était pas du tout une petite amie, mais une sorte de Terminateur, devant lequel le gars se tenait silencieusement, les bras croisés. Jacques s'est approché de Maria et lui a demandé comment elle allait, car il ne s'était pas vu depuis longtemps. Elle a souri et a détourné le regard, disant que le gars appellerait une personne de vacances avec un seul message texte. Le président se tourna brusquement vers Maria, après avoir appris de qui il s'agissait, ce qui n'était pas surprenant, car elle était une chasseuse forte et populaire. Elle a déclaré que cette fille ne pouvait pas être son amie, car il n'a pas dit que c'était elle. La blonde sourit et tendit la main, appelant son patron, la choquant encore davantage. Elle a déclaré qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle et qu'elle était extrêmement ravie de serrer la main de la jeune fille. Le président a commencé à tirer la main de quelqu'un d'autre, en disant qu'elle était sa fan et que leur rencontre était un honneur pour elle, et qu'elle n'aurait jamais pensé qu'ils se rencontreraient en lui demandant un autographe. Pendant que la jeune fille montrait la photo sur les réseaux sociaux, Maria a demandé au gars pourquoi il l'avait appelé, ce à quoi il a répondu qu'il avait déjà envoyé un message, mais la dame a seulement lu qu'il lui avait demandé de venir et ne l'a pas vu. Jacques a demandé avec irritation de lire le message plus attentivement, ce à quoi elle a répondu que lui-même ne l'avait pas vérifié correctement. En soupirant, il expliqua que, plus précisément, les jours de remise des diplômes des Templiers approchaient lentement, et ce serait bien d'aider un peu les éclaireurs. Maria a suggéré que le gars voulait aider quelqu'un en utilisant son nom, ce à quoi il a répondu qu'il n'envisageait pas d'utiliser ses relations personnelles passées. La dame a souri en entendant le compliment de Jacques et lui a demandé ce qu'elle pouvait faire, car elle voulait vraiment aider. Pour cela, Jacques lui a demandé de simplement tricher une seule fois.
Le président a commencé à lui raconter des histoires alors qu'il montait dans la camionnette tandis que le couple discutait de la façon dont c'était une bonne chose d'avoir une camionnette. Maria a demandé à Ina comment allait son Jacques et si les choses allaient bien avec lui. La jeune fille a répondu que les choses allaient comme ça, ce à quoi Jacques a rétorqué qu'elle avait dit que tout allait bien pour eux. La dame a déclaré que bien qu'il disparaisse lors de troubles, Jacques est un camarade très fiable, un chasseur ordinaire de rang B doté de fortes capacités. La présidente a demandé quelle était la force du rang B, ce à quoi elle a répondu qu'il n'était pas un peu élevé. Elle a expliqué que pour les chasseurs ordinaires qui ne sont ni réincarnés, ni chevaliers, ni mutants, le rang le plus élevé est B. Le gars a dit qu'au moment où cela se produirait, il mourrait déjà ou abandonnerait tout, donc le critère de rang à lui-même n'a pas été développé. Jacques a déclaré que lui et Maria étaient amis depuis l'enfance. Maria a déclaré qu'ils étaient restés en contact même lorsqu'il était entré à la Hunter Academy et que Maria était entrée au Temple des Chevaliers. De plus, il y avait de fréquents échanges académiques entre les deux établissements d'enseignement. Elle a même dit qu'il avait les mêmes mauvaises notes qu'elle, ce à quoi il a répondu qu'il avait des notes normales. Le président a été choqué, car Lady Maria elle-même, de rang C, avait de mauvais résultats scolaires, ce à quoi le gars a objecté que la fille ne lui avait pas demandé ce qui le préoccupait. Maria a déclaré qu'avant, lorsqu'elle était dans la fleur de l'âge, elle se disputait souvent avec les enseignants et se battait plus souvent avec lui qu'avec des monstres. La jeune fille s'est disputée avec eux pour son nom, car il y avait des raisons de ne pas appeler par son vrai nom. En fait, Maria n'est pas son vrai nom, et elle vient de se teindre les cheveux en blanc et de porter des lentilles de contact, mais en fait, elle est coréenne. En fait, la blonde s'appelait Kim. Maria a commencé à crier que Jacques n'avait pas le droit de divulguer les secrets honteux des autres, ce à quoi il a répondu que la dame était la première à remuer le passé. Le gars a dit qu'il s'agissait d'un véritable livre des archives du Temple des Chevaliers. La liste comprend également des candidats aux Templiers. Elle a déclaré qu'il avait dit qu'il cherchait un remplaçant, c'est pourquoi il était si joyeux, car c'est un menteur inutile. Le type a expliqué que bien qu'il l'ait officiellement annoncé, la liste des éclaireurs des Templiers ne comprenait pas d'étudiants candidats aux Templiers. Ils entraînaient des chasseurs, mais le Temple des Chevaliers était à l'origine une institution de formation des Templiers. Monday Night est une organisation qui forme des Templiers, mais la direction aura du mal à attirer des candidats Templiers. C'est pourquoi il a bloqué l'information à l'avance pour créer 2 livres d'archives. Il a demandé si c'était normal, ce à quoi Jacques a répondu que ce n'était pas très bon d'attirer des étudiants sacrés chez les Templiers. C'est vrai, Jacques veut en tenter un, ce à quoi Maria a répondu que même s'il est son ami, c'est terrible. Maria a dit que de toute façon, même si ici en première place te trouve un étudiant nommé Ken, puisqu'elle est candidate au titre de chasseur, il exclurait parmi les étudiants des candidats au titre de Templier, il n'y a qu'une seule place pour Ran. Mis à part la collaboration, ils ont tous des notes élevées. Le président a dit que c'était très intéressant, mais a demandé ce que signifiait une coopération de faible niveau, car généralement un niveau faible est F. Jacques a expliqué qu'il s'agit simplement d'effectuer toutes les tâches de l'équipe de manière indépendante, sans coopération. Le jeune homme a demandé l'opinion de Maria. Maria a dit qu'on ne peut pas compter sur les autres. La jeune fille a commencé à expliquer pourquoi elle n'aimait pas les autres candidats. Mais elle a dit que cette fille ressemblait au vieux Jacques. Le junior était surpris qu'une personne comme Kang veuille rejeter une augmentation de 2 postes. Mais seulement si Miss Maria essayait de persuader. Non, ce type de personne n'écouterait certainement pas In, ce à quoi Maria répondit que de toute façon, devenir Templier n'avait pas d'importance si l'on pouvait tuer le monstre. Maria a déclaré qu'il faisait partie de ces personnes qui en ont assez de la gloire et du pouvoir et qui ignorent également le discours des autres, percevant ces derniers comme une grogne. Le gars pensait qu'il avait l'impression d'avoir vu cette dame quelque part. Il a déclaré que, dans tous les cas, ils devraient se rencontrer et parler, ce à quoi le président a demandé si de bonnes pensées lui venaient à l'esprit, et Maria a annoncé que, même s'il ne serait pas facile de faire passer les candidats aux Templiers, Jacques a répondu que s'ils se rencontraient un jour, il s'avérait de toute façon que ce qu'on raconte à la dame était absurde, mais aussi effrayant. Qu'un a déclaré qu'il pensait que cela se produirait toujours, et Maria a même essayé d'expliquer que Jacques était une telle personne. La candidate était assise sur le canapé et à côté d'elle se trouvait de l'eau avec de la glace. Jacques pensait que, de toute façon, ils avaient dit qu'il le persuaderaient, et il ne sait pas quelle est la meilleure chose à faire maintenant. Il a découvert grossièrement ses coordonnées et ses informations personnelles, mais il ne peut pas simplement aller chercher, car c'est étrange. Soudain, Jacques remarqua Cher Marchand juste devant lui. Le gars ne comprenait pas comment, contrairement aux attentes, l'atmosphère était comme si elle était une étudiante ordinaire, même si c'était un chevalier qui avait pris la première place. Jacques ne savait pas, puisque le monde est immense, s'ils pourraient se revoir, alors qu'il passait devant le café où était assis le candidat. Le jeune homme fut très surpris lorsqu'il remarqua cela. Il s'avéra qu'il n'était pas si énorme qu'il ne pouvait pas trouver cette dame. Ra nous a permis d'entrer et le gars s'est excusé de nous avoir dérangés pendant que nous nous reposions.
Il a demandé à la dame de parler un peu, disant qu'il savait que cette fille était candidate. Jacques s'assit à table et demanda d'aller droit au but pour ne pas perdre de temps en conversation. Il a immédiatement demandé si Ran envisageait de devenir chasseur. La jeune fille fronça les sourcils, croisa les bras et lui demanda s'il lui proposait un tel travail. À cela, il a répondu positivement, car il y a une raison de vouloir devenir chasseur. À la grande surprise de Jacques, Ran a dit qu'elle le ferait puisqu'il l'avait suggéré, c'est-à-dire qu'elle avait accepté trop rapidement, ce qui était aussi étrange que possible. Pendant ce temps, Maria a demandé quel âge avait In, ce à quoi elle a répondu qu'elle était surprise que la chasseresse lui demande. Mais la blonde dit qu'elle voulait vraiment savoir, puisqu'elle demandait quel âge avait la dame. Maria m'a demandé d'être honnête, car ce n'est pas terrible qu'à 20 ans un gars soit un représentant de l'entreprise. In marmonna doucement les chiffres de son âge, ce à quoi Maria rit et dit qu'elle était comme une enfant. Maria a déclaré que, honnêtement, si la fille disait qu'elle était une écolière, elle le croirait. Maria a expliqué qu'elle avait l'impression que le processus de vieillissement était en train de s'inverser. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas ce qui se passait, mais qu'elle aurait de gros ennuis si elle tolérait simplement l'inconfort, en proposant de recommander une bonne clinique. Le représentant a remercié la blonde pour son inquiétude, pensant qu'après tout, Ran était différent des autres. Soudain, Jacques apparut, apportant le café demandé par les filles. Il s'empressa de raconter qu'en chemin il rencontra Ran, ce dont les dames furent très surprises. Soudain, il a annoncé que Ran voulait vraiment devenir chasseur, et ce sont d'ailleurs ses mots. Les filles ont été surprises et ravies que la jeune fille ait rapidement, voire accepté elle-même. Jacques a dit qu'il avait simplement suggéré, et elle a accepté, mais a en tout cas signé un accord pour les chasseurs. La représentante a été étonnée de l'avoir rencontré soudainement et elle a immédiatement signé le contrat en lui demandant comment il l'avait rencontré. Jacques a expliqué qu'il ne faisait que marcher le long de la route, puis il l'a rencontrée et lui a simplement proposé, même s'il ne le sait pas, qu'elle pourrait regretter pour le reste de sa vie d'avoir voulu devenir templier. À cela, Maria a suggéré que c'était comme un coup de foudre. Et Cain a même dit que c'était encore inattendu, qu'elle ne pouvait même pas le comprendre, mais que l'accord avait été conclu selon toutes les règles. Maria sourit et demanda si tout son travail était terminé. Jacques a déclaré que c'était plus facile que prévu, ce à quoi Maria a répondu que maintenant il y devait. Maria a demandé comment il savait qu'elle était ici, car il avait même garé sa voiture à cet endroit. La blonde demanda à Jacques de l'accompagner. Maria lui a demandé de décider avec certitude s'il resterait dans le syndicat ou s'il le quitterait, car tout le monde était dans une situation difficile. La jeune fille a dit qu'il valait mieux partir que d'être expulsé. Une voiture était déjà arrivée pour Maria, et elle a dit que si des affaires se présentaient, ils pourraient certainement se voir, ce à quoi Jacques a répondu qu'elle devait faire attention. En 2031, un incident avec des monstres s'est produit, les plus grandes pertes humaines ont été enregistrées, après l'approbation des instructions pour résoudre les situations de crise. Près d'un chantier de construction abandonné, un donjon souterrain de niveau C est apparu. Ran a vu un énorme monstre qui a littéralement avalé une voiture se trouvant à proximité. En 2 jours, les monstres ont atteint le niveau A et ont rempli une zone entière de la ville. La jeune fille a vu ses parents être dévorés par le monstre alors que tout le monde tentait désespérément de s'échapper. Ils ont essayé de la traîner dans le bunker, mais Ra était trop choqué et désespéré. La jeune fille avait hâte de retrouver ses parents, sans encore se rendre compte qu'ils étaient morts et bouillaient dans l'estomac du monstre. Dans le bunker, la dalle était enveloppée dans une couverture tandis que le directeur disait qu'il ne fallait pas ouvrir les portes, car si elles étaient ouvertes, il pourrait y avoir des monstres et ils mourraient tous. C'était déjà le cas, car ils ne savent pas si des monstres se cachent actuellement dans le couloir. Le directeur a dit qu'il pourrait peut-être le sauver s'il ouvrait la porte maintenant, mais que les gens à l'intérieur ont aussi le droit de vivre. Soudain, la jeune fille décide d'ouvrir elle-même la porte, malgré tout le monde. Tout le monde a crié, disant que Ran était folle et ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais en ouvrant la porte, la jeune fille laissa entrer la dame qui s'efforçait si désespérément d'entrer dans le bunker. La jeune fille a commencé à dire qu'elle avait très peur et l'homme qui ne voulait pas la laisser entrer s'est avéré être sa connaissance, disant qu'il était très inquiet. Il lui a encore crié de fermer la porte, car cela pourrait être dangereux. Pour Ran, un tel comportement était dégoûtant et hypocrite. À ce moment-là, la jeune fille a été sauvée par un gars avec une épée rougeoyante, car elle est littéralement tombée à genoux devant le monstre, s'attendant à la mort. Le gars a dit qu'une fille d'une dizaine d'années avait été annoncée et qu'il pouvait la sauver. Il s'approcha d'elle et lui tendit le petit doigt, lui demandant de faire une promesse jusqu'à ce qu'ils sortent d'ici. Mais soudain, un autre diable commença littéralement à voler vers eux. L'homme a facilement vaincu la créature rapide et a réussi à la tuer. Les gars ont croisé les doigts et se sont fait une promesse. Il a facilement tué les monstres qui tentaient de l'attaquer, lui et la jeune fille. Pendant qu'il marchait, Ran a demandé qui était ce type. Il a dit qu'il était très difficile de répondre à cette question, mais il est un chasseur de monstres. Jacques a déclaré qu'on l'appelait un chasseur. Avant d'aller au lit, Ran, déjà adulte, se demandait pourquoi le gars ne la reconnaissait pas.
La dame a pensé que ce serait bien s'il pouvait continuer comme avant. Le jour de la sortie de Ran du temple est arrivé. Jacques est venu à cette réunion avec un énorme bouquet de roses rouges. Le président a déclaré qu'elle était la bienvenue dans les rangs des héros management inter. Elle s'est présentée et a déclaré qu'elle attendait avec impatience sa coopération. Jacques a déclaré que l'équipe officielle manquait d'un chasseur. La jeune fille dit que Jacques est un homme qui lui apportera son soutien. C'est un ancien chasseur, quoique légèrement excentrique, mais on peut l'approcher sans hésiter. Ils ont dit qu'ils espéraient vraiment Ran. La jeune fille a demandé si un logement était prévu pour les chasseurs. À cela, la dame a dit que, mademoiselle, John est loin de chez lui et que l'auberge n'est pas pratique. Il a annoncé que l'entreprise serait en mesure de fournir un logement et de la nourriture, et Jacques a annoncé qu'elle pourrait même aider à payer la facture du logement. Il s'est avéré que Jacques était propriétaire de l'ensemble du bâtiment, mais il travaillait étonnamment comme gestionnaire. Le gars a dit que tout le 4e étage est occupé par un seul appartement. Cette taille féminine avec une très grande superficie sera plus que suffisante pour que 2 personnes vivent, et il vit dans un appartement d'une pièce au 2e étage, donc si nécessaire, les dames peuvent contacter à tout moment. Jacques a déclaré que vivre seul dans une maison spacieuse était ennuyeux lorsqu'on lui a demandé pourquoi il vivait dans un studio. La jeune fille a dit qu'elle irait régler les formalités restantes et que les filles pourraient se lever et ranger leurs affaires. Cher réalisa que Ran la regardait si intensément récemment et pensa qu'elle devrait se présenter. Mais Ran pensait qu'Actia n'était pas une chasseuse, car elle avait l'air faible. La jeune fille se présenta en donnant son nom et son âge, déclarant qu'elle était une sorcière. La dame ne comprenait pas pourquoi sa voisine manquait autant de tact, car elle avait très honte d'arriver dans un tel silence. Ran a soudainement demandé comment Cher était devenu chasseur. Elle a annoncé qu'elle était cette même fille magique, ce qui a surpris Ran. Ran savait que les capacités de la dame avaient un effet néfaste sur la santé, ce à quoi Cher déclara qu'avec l'aide de Jacques, elle était maintenant là. Face à de telles révélations, Cher s'est senti embarrassé, voire honteux. La jeune fille s'est rendue compte que Jacques avait sauvé Action tout comme il l'avait sauvé une fois, mais lorsqu'il est devenu manager, il n'a pas changé. La promotion proposait de regarder ensemble un film que j'avais récemment acheté. La fille a eu peur, disant qu'il pourrait le regarder plus tard, ce à quoi Ran a déclaré qu'elle n'avait rien contre les passe-temps des autres. La dame a dit que même si le film ressemblait à un film pour enfants, il était bien tourné, et Monsieur Jacques a généralement dit qu'il était intéressant à regarder. Ran a déclaré avec embarras que puisque le manager avait regardé, cela ne la dérangeait pas. Ran ne pouvait pas croire que le manager Jacques regardait de telles absurdités. Soudain, Jacques est apparu par derrière, exprimant quelques instants du film. Le gars a laissé les documents sur la table en disant que les filles pourraient les consulter plus tard. Après vous avoir souhaité une agréable visite et souriant gentiment, Jacques a quitté l'appartement. Cher a été surprise que Ran ait été impressionnée par le film et, contrairement à ses attentes, elle s'est révélée être une enfant très sensible. Ran s'entraînait volontairement tandis que des balles sombres lui étaient lancées. Le manager a déclaré qu'avant l'entraînement régulier, il testerait d'abord les filles. Jacques a déclaré que Ran avait de meilleurs résultats dans le temple des chevaliers et que Miss Cher était très active en tant que Cher. Jacques a déclaré que les chasseurs ne participeraient pas à la vraie bataille, car tout s'y passe différemment et ils n'ont pas encore tous deux atteint le niveau requis. Ran rétorqua que la plupart des chevaliers formés au temple avaient tendance à être guerriers parce qu'ils s'étaient entraînés jusqu'à ce jour. Ran a déclaré que peu importe la manière dont ils essayaient d'attaquer le mannequin d'entraînement, celui-ci était programmé pour ne pas toucher ceux qui suivaient un entraînement au combat. Cependant, curieusement, dans une vraie bataille, le plus important est de ne pas mourir tout de suite. Jacques a expliqué que c'est pourquoi Ran suivra un entraînement d'un niveau approprié. Pour être plus précis, un entraînement qui consiste à bloquer les attaques d'ennemis avec de puissantes ressources corporelles, c'est-à-dire la capacité d'augmenter la force du corps. Le gars a expliqué que si un chevalier ne sait pas comment faire ça, alors il ne vaut rien. Mais Action, contrairement à Ran, a l'expérience d'une vraie bataille. Le gars a dit que la fille ne devrait plus utiliser de parfum pour ne pas détruire sa santé. Elle a demandé si rien ne se passerait si elle utilisait ne serait-ce qu'un peu l'esprit, ce à quoi Jacques a répondu qu'elle ne pouvait pas faire cela. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une force très dangereuse et que parmi ses connaissances se trouvait un maître expérimenté de cette force doté de capacités exceptionnelles. Car pour poser les bases de la gestion du pouvoir, il était suffisamment compétent. Ce type est mort à cause d'une explosion, ce qui a été une période difficile, il a donc dû combattre le monstre. Jacques voulait vraiment que cette mort ne se reproduise plus, car il ne veut pas revenir aux souvenirs du passé. Le responsable a expliqué que l'acacia doit attirer des capacités surnaturelles, c'est-à-dire la télékinésie. Il s'est avéré que Ran était complètement incapable de se ressaisir et de fournir une protection. Jacques a dit qu'il enseignerait à la dame le timing précis du combat et qu'ils essaieraient de le répéter ensemble. Il a expliqué qu'il suffit de connaître le rythme de l'attaque, et que dans l'intervalle entre la détection de la vue du coup, il faut le chronométrer avec précision. Il a posé ses mains sur les épaules de la fille et a dit qu'il lui serrait fermement les mains,
et qu'ensuite Ran devrait utiliser les ressources de son corps puissant. Les balles volèrent à nouveau vers elle et elle réussit à le repousser avec son esprit tandis que ses épaules étaient enchaînées. Il lui a demandé de continuer dans le même esprit, et bientôt elle s'y habituerait. Ran a commencé à essayer d'utiliser ses capacités. Le gars a décidé de se laisser distraire par la deuxième fille, lui demandant ce qu'elle faisait. Jack a demandé à Acacia d'arrêter les pitreries enfantines car maintenant elle n'est plus du tout une enfant. La jeune fille a déclaré qu'elle faisait cela parce que rien ne marchait pour elle. L'action indiquait que si vous utilisiez l'esprit, ce serait beaucoup plus facile et plus efficace. Le gars a expliqué que la capacité d'invoquer un esprit consiste à transférer toute la conscience vers le corps astral. Un réincarné ordinaire n'en utilise qu'une très petite partie. Il a dit qu'il est important de diviser son esprit en petits morceaux et cela est similaire au sentiment que l'on ressent lorsque l'on pense à autre chose lorsque l'on travaille dans une entreprise. La jeune fille a déclaré que cela dépend du type d'esprit qui sera diffusé, de l'ordre dans lequel il sera préférable de projeter des films dans différents endroits. Car chaque cinéma a des différences dans les films projetés, s'il existe une offre pour faire une suite au film. Tout ce qu'elle peut faire, c'est simple. Finalement, la jeune fille plia la cuillère avec le pouvoir de ses pensées. La promotion disait qu'il ne fallait pas se laisser emporter par le pliage des cuillères. C'est comme utiliser une cuillère en mangeant, il vaut mieux ne pas y penser. L'action a déclaré qu'elle essaierait, mais ne sait toujours pas comment cela fonctionnera. Il ne leur reste plus qu'une vingtaine d'installations expérimentales. C'est dommage s'ils n'obtiennent pas de résultats dans les limites de leur budget maintenant. Il a déclaré que maintenant, si les résultats ne sont pas obtenus, au moins dans les limites du budget, ce sera difficile. Le gars a dit que cette fois, ils utilisaient des matériaux assez coûteux, en s'approchant du tube à essai où se trouvait la jeune fille. On dit que le port mutant illégal de Hwaseong a explosé il y a longtemps. Le porte-parole a déclaré qu'il était probable que tout le monde dans la région soit mort. Action a demandé ce que cela signifiait, ce à quoi il a répondu que c'était littéralement ce qui créait un mutant. Ces personnes capturent des personnes dont l'identité n'a pas été établie avec certitude, puis mènent des expériences sur elles ou créent des mutants dès le début à cet effet. Ran a déclaré que dans ce cas, la mort de toute l'équipe signifie la mort de toute l'équipe de recherche à cause d'un mutant évadé ou explosif. Ce mutant a été créé à la suite d'une expérience inhumaine et illégale, et bien sûr, après s'être échappé, il tuera les personnes qui l'ont torturé lors de sa création. La porte-parole a déclaré qu'il se trouvait qu'un décret présidentiel avait pris un arrêté d'urgence concernant les chasseurs. Tout le monde a été surpris qu'une si petite entreprise ait reçu un décret du président, auquel elle a répondu qu'il s'agissait d'une sorte de mandat d'arrêt ouvert. Ran a demandé ce que cela signifie. Maintenant la représentante propose d'attraper cet objet de l'expérience, à laquelle elle a reçu une réponse négative. Elle a déclaré qu'un afflux important de représentants du gouvernement ou de responsables était attendu sur les lieux. Le gars a pensé à ce qui s'est passé une fois, ce serait bien d'y aller s'il n'y a pas de grandes choses à faire. Jack a dit qu'il devait se remettre lentement en forme. Le directeur a ouvert la pièce où il y avait un tas d'armes, en disant que c'était leur local de stockage, que tout était nouveau, dès qu'ils s'y seraient habitués, cela deviendrait plus pratique pour eux à transporter. L'action a déjà choisi un manteau noir, affirmant qu'il convient au style romantique, ce à quoi Ran a objecté qu'il ne fallait pas saisir les choses sans discernement. La jeune fille a dit que s'ils avaient une petite entreprise, il semble que même la location d'un équipement aussi haut de gamme coûte très cher, ce à quoi le gars a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un loyer du tout. Ran était surprise qu'un tel équipement de catégorie A soit un inventaire exclusif de l'entreprise, puisque les étudiants comme elle, ainsi que les chasseurs chevronnés, pouvaient rarement se permettre de telles choses. Le partage a déjà essayé son manteau, affirmant qu'il lui allait parfaitement. Jack a demandé à la fille de ne pas être timide, de le porter pour des raisons de santé, car il avait acheté ce truc spécialement pour elle, ce à quoi la fille a répondu qu'elle le porterait avec plaisir. Le militaire a déclaré qu'ils en avaient vérifié 2 autres de la part de la direction des héros, sans compter Jack. Jack a dit que même s'il s'agissait d'un quartier général opérationnel, il y avait un café et un endroit pour se détendre à l'intérieur. Et il a ensuite suggéré qu'ils entrent et prennent quelque chose à boire. Souriantes, les filles, fatiguées de la douleur, acquiescèrent. Il y avait un avis de recherche complet à la base, c'était mieux que de se promener librement et de subir des pertes civiles. La zone était vraiment bien organisée, tout le monde était obsédé par le désir de contribuer, puisqu'il s'agit d'un décret présidentiel. Davantage de récompenses monétaires sont offertes. Le gars a été accueilli par un homme avec des lunettes, qui s'est dit surpris de se souvenir de lui. Jack a dit aux filles qu'il l'avait rencontré récemment alors qu'il cherchait un emploi. Il a déclaré qu'en passant, des rumeurs s'étaient déjà répandues selon lesquelles l'homme affirmait qu'il s'agissait en général d'un domaine d'activité étroit. L'homme a secrètement dit à Jack que le Templier illégal avait des capacités extraordinaires et voulait connaître le secret. Jack a demandé s'il y avait des nouvelles intéressantes. L'homme a tendu au gars un morceau de papier, disant qu'il aimerait vraiment le transmettre avec des mots, donc il vaudrait mieux le voir de ses propres yeux. Ce morceau de papier était une photographie des victimes,
Car horriblement, lorsque la scène du crime a été découverte pour la première fois, il a cru que la porte était ouverte. Un mutant seulement en parole, en fait, ce n'est qu'un monstre, un monstre. Soudain, le gars a remarqué un équipement inhabituel. L'homme a demandé si Jacques savait quelque chose sur cette situation. Le directeur s'est couvert la bouche avec sa main et a dit que c'était un spectacle dégoûtant. Le gars a demandé où se trouvaient les toilettes, apparemment parce qu'il avait vu une chose si désagréable. Quelque chose qui n'allait pas avec son estomac. L'homme a dit qu'il était surpris que Jacques ait un estomac si faible. Mais en fait, le gars a écrit à Maria pour lui dire qu'il ne pouvait pas la joindre et qu'il laisserait donc un message vocal. Il a déclaré qu'il y avait eu un incident lié à un mutant, il s'agissait très probablement de l'opposition des rebelles appelés le requin. Jacques a expliqué qu'à en juger par les photos du laboratoire, leurs objectifs sont les mêmes qu'avant. Il a déclaré que contrairement à la précédente, cette fois l'expérience s'était révélée assez efficace. Et à en juger par l'ampleur de la situation, ils en ont fini avec cette situation. Jacques a déclaré qu'il était possible qu'ils se promènent dans les rues pendant que les chasseurs regardaient ce dialogue. Blue Hat, cette créature est le monstre le plus puissant appelé catastrophe naturelle. Et comme toujours, il y avait un fort désir de réunir l'humanité elle-même avec un tel être non matériel. Il a demandé à informer le syndicat de ce fait et s'est excusé pour avoir abusé des demandes. Jacques a pris l'âme et les dames lui ont demandé s'il avait fini de parler. Ran a offert du café au gars, lui demandant à quoi ressemblait l'atmosphère. Les filles ont déclaré qu'elles se tenaient délibérément à distance pour ne pas entendre. Elle a demandé qu'au fait, ce n'est pas très bien, tout a l'air intéressant, mais ils sont comme des gens paresseux qui restent assis à ne rien faire. Ils ont déclaré que l'approbation ou la désapprobation n'est possible qu'en personne. Après de telles déclarations, il a proposé d'aller ensemble à la recherche d'un cœur bleu. Il a dit que ce serait certainement bien d'obtenir également l'approbation. Le gars a frappé la table avec son poing et a dit que si on lui demandait de trouver un mutant, alors il n'y avait aucun équipement ici pour le détecter. Le gars a demandé si le directeur de la longueur d'onde réagissait bien, ce à quoi il a répondu qu'il réagissait mal. Il s'est mis en colère, disant qu'il ne voulait vraiment pas assumer la responsabilité de cela. Soudain, on frappa au bureau, demandant à l'homme de sortir une minute pour parler. Il ne comprenait pas comment un civil pouvait arriver ici, ou après avoir été persuadé, il le laissait entrer. Il a dit qu'il existe une zone interdite aux civils. Il s'assit effrontément à la place de l'homme alors qu'il commençait à expulser Jacques. Jacques a déclaré qu'il avait un moyen de résoudre les problèmes. Il a demandé s'il craignait de ne pas pouvoir retrouver le mutant évadé. Jacques a expliqué qu'avec l'équipement disponible ici, il ne pouvait pas faire cela pour le moment. Les gars ont commencé à se demander de qui il s'agissait, si c'était une personne envoyée d'en haut, ce à quoi il a répondu qu'on pouvait dire que Jacques avait dit qu'il faisait également partie de l'entreprise, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car l'entreprise accepterait leurs conditions. Ils ont demandé si cela relevait de la responsabilité de l'entreprise. Ils lui permirent de continuer, ce à quoi il remercia l'homme en allumant le lecteur d'énergie. Il comporte de nombreuses variables. Il est possible de détecter les armes des chasseurs. Jacques a pensé qu'un détecteur de longueur d'onde devrait être utilisé. Jacques a demandé s'il pouvait faire quelque chose. Le gars a dit que comme cela n'arrive pas souvent, il ne pouvait rien faire sans instruction. L'homme a demandé ce qu'il devait faire avec les variables, ce à quoi il a répondu qu'elles pourraient être progressivement effacées. Tout d'abord, vous devez supprimer tous les emplacements de la centrale énergétique et des réservoirs centraux. De plus, Jacques a demandé de supprimer les valeurs émises par Ethel et les longueurs d'onde centrales. Ils furent surpris quand Jacques trouva ce dont il avait besoin. Il a demandé comment il était au courant, car ce mutant est une sorte de cœur bleu, il a un noyau de rancé implanté dans son cœur. Jacques a expliqué que la longueur d'onde elle-même n'est pas très différente de celle d'un monstre ou d'un chasseur, d'où la vérité sur l'équipement et les longueurs d'onde du parangon de rang inférieur. Et c'est très simple si vous connaissez les principes. Il a déclaré que de toute façon, il avait atteint leur objectif initial. Il commencerait donc lentement à se préparer au départ, et il a également demandé des informations constantes sur leur emplacement. L'homme a expliqué qu'il n'avait jamais entendu parler du manager Jacques, lui demandant qui il était pour connaître cette méthode. Jacques a dit qu'il n'était qu'un manager et qu'il y avait cette grande entreprise appelée Hero Management. Soudain, Ran essaya de sortir son arme, surprenant l'action. La dame a dit que le mutant n'est pas considéré comme une personne. D'ailleurs, il y a déjà des victimes et il n'est plus différent d'un monstre, donc elle va tuer. Jacques a déclaré que le mutant est également une victime et que si c'est dangereux, vous devez le tuer, mais ce ne serait pas une mauvaise idée d'essayer de lui parler. Jacques a déclaré que peu importe qui est votre adversaire, si vous sentez que vous allez mourir, vous devez le tuer. Après tout, prendre en compte l'ennemi n'est possible que dans les cas où cela est possible. Il a déclaré que cela devait être fait avant que le rapport des combattants soit prêt et qu'il serait dommage qu'il s'avère que plus tard le gouvernement et les chasseurs apprendraient la nouvelle. Acacia a demandé à y aller ensemble, et une silhouette de quelqu'un vêtu d'un manteau noir est apparue sur le toit. C'était un garçon aux cheveux pâles qui regardait Ega. Jacques remarqua le regard de quelqu'un, se tournant brusquement pour voir qui les regardait.
Jacques pensait qu'il devait s'agir d'un enfant dans une situation critique. Acacia commença à devenir nerveuse, disant qu'ils étaient désormais surveillés. Il savait qu'il n'avait pas l'intention de diriger son attaque ici, et s'il se rendait, il ne ferait aucun mal. Le gars a cru entendre quelque chose et le stock a apprécié cette situation autant que possible. Soudain, cet enfant est apparu de l'obscurité, debout à quatre pattes. Le mutant était très rapide, et profitant de cela, le blond se précipita sur les gars. Il a tenté d'attaquer le rassemblement par derrière, tel un animal enragé. Mais la jeune fille s'empressa de l'arrêter, créant une sphère près de sa main. Pour cette raison, l'attaquant a reculé sous le tir. Le gars a dit que c'était trop, que l'entraînement n'était toujours pas suffisant, car Monsieur Jacques a récemment déclaré qu'il n'était pas nécessaire de laisser partir le monstre. L'agresseur a froncé les sourcils et a traité l'entreprise de menteuse. Il a déclaré qu'il les avait entendus dire qu'ils n'attaqueraient pas, affirmant qu'ils étaient des menteurs. Le gars a dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'actions défensives minimes. Il déclara que, comme il l'avait déjà dit, il n'avait pas l'intention de l'attaquer en premier ici, même s'il ne savait pas si le monstre allait l'attaquer de la même manière qu'auparavant. Le mutant a dit que tous ces mots sont des mensonges et que tous les adultes sont pareils, c'est-à-dire des menteurs. Il déclara que plus d'un adulte ne pourrait plus le tromper et se précipita au combat, attaquant à nouveau l'une des filles. Jacques a demandé à Aran de protéger l'Acacia pendant qu'il s'occupait du mutant. Jacques a sorti son arme et a commencé à coopérer avec elle, neutralisant ainsi l'ennemi. Le gars s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que prévu, ou qu'il avait légèrement sous-estimé le cœur bleu. Soudain, le gars s'est jeté sur Jacques, levant les mains pour frapper, mais s'est soudainement figé. À ce moment, Jacques réussit à esquiver, et le coup du mutant finit dans le sol. Ran remarqua que les mouvements du garçon étaient rigides et tendus. Elle a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une bataille, mais simplement de coups de pied aléatoires. La fille s'est rendue compte que ce petit garçon ressent simplement un danger et a peur, car la situation actuelle est que le garçon essaie de se protéger, se sentant menacé.